Bonjour, je suis Alexandra Victoire et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission à la rencontre des auteurs des éditions Maya. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maya est une maison d'édition française innovante qui permet à des primo-auteurs comme moi de publier plus facilement, plus rapidement leur premier roman avec un contrat à compte d'éditeur. Mais c'est aussi Maya, une maison d'édition qui permet aux écrivains, qu'ils soient débutants ou confirmés, de s'exprimer librement grâce à une maison qui donne une totale liberté d'écriture pour ne pas dénaturer les œuvres de ces écrivains. Et vous l'aurez compris, ce qui fait la richesse de Maya, c'est la diversité des profils de ces auteurs, avec plus de 2000 écrivains à son catalogue, avec des parcours très variés, des professeurs, des docteurs, des policiers, des étudiants, des retraités. Ce qui compte chez Maya, c'est d'avoir du talent et d'avoir une bonne histoire à raconter qui plaira aux lecteurs. Je vous propose donc, à travers cette série interview, de découvrir ces œuvres, ces histoires, mais aussi et surtout ces personnes et leurs parcours de vie qui sont tous aussi inspirants les uns que les autres. Et sans plus tarder, je vais vous faire découvrir aujourd'hui Katia Bertheux, autrice d'un livre, d'un témoignage bouleversant de résilience au titre assez étonnant qui s'appelle « Ça va le faire ». En effet, Katia raconte ici sa traversée dans les méandres d'un cancer et comment elle a réussi à garder le positivisme durant toute cette épreuve. Donc ce qui attire l'attention également sur cette couverture, c'est qu'on a des Converse dans une salle de classe. Donc tout d'abord, bienvenue Katia, merci d'être ici, d'avoir fait le déplacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette couverture ? C'est une couverture, effectivement, c'est une photo qui a été prise dans ma salle de classe parce que je suis enseignante. Donc forcément, ça a du sens parce que l'épreuve du cancer est une épreuve intime, personnelle, mais elle a aussi impacté forcément ma vie professionnelle, donc ça avait du sens. Et puis j'aimais l'idée parce que oui, je suis les pieds sur la table. Cette idée que ça va le faire, effectivement, ça va le faire. Donc je trouve que ça symbolisait assez bien ce roman et ce que j'ai pu connaître à travers cette épreuve. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de la Katia avant cette épreuve, votre parcours de vie, votre histoire familiale? Je viens de Haute-Savoie, de la montagne, mais les merveilles de l'éducation nationale font que je me suis retrouvée dans l'Aube, à Troyes. Donc j'y suis arrivée il y a plus de 20 ans maintenant. Ça fait plus de 20 ans que je suis professeure de français et que avec le même grand plaisir. Et surtout vivre à Troyes, au-delà du fait que c'est une ville vraiment agréable, m'a permis de rencontrer celui qui est devenu mon mari, et de faire nos deux enfants, qui ont aujourd'hui 18 et 15 ans, qui en avaient 2 de moins, lorsque eux aussi, ils ont été confrontés à ce cancer, parce que c'est une épreuve qui nous touche, qui m'a touchée moi, mais qui quand même a éclaboussé un petit peu tout le monde, c'est normal. Donc vous aviez une vie plutôt stable et franchement heureuse. Et heureuse. Voilà, les soucis de tout un chacun. Enfin, j'avais les miens aussi, comme tout le monde. Non, mais sincèrement, j'étais dans une vie équilibrée, et j'en avais conscience. Ça aussi, c'est important. Quelquefois, on croit que l'épreuve nous fait tout d'un coup nous dire « Ah, mon Dieu, j'étais heureux et je le savais pas ». J'avais tout à fait conscience que j'étais heureuse. Vous aviez quel âge à l'annonce de cette mauvaise nouvelle ? 46 ans. 46 ans. C'était il y a combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu l'annonce de cette nouvelle ? Alors, l'annonce, alors je l'ai découvert, c'est vraiment le moment officiel. Déjà, on vous l'annonçait. Comment vous annoncez cette mauvaise nouvelle ? Alors en fait, déjà c'était un cheminement qui était assez long parce que ça a pris plusieurs mois avant qu'enfin on pose un diagnostic. Parce qu'à chaque fois, c'était des examens qui se succédaient et on me disait à chaque fois ça va aller, c'est pas grave, c'est pas possible, vous êtes trop jeune. Vous ressentiez des douleurs, vous avez des symptômes ? Rien du tout, mammographie de contrôle. Mammographie de contrôle et on a vu quelque chose de normal ? Exactement. Mais qui ne vous faisait pas souffrir ? Du tout. Ah non, du tout, absolument pas, donc c'est une chance. Du coup, vous vous inquiétez à ce moment-là ? Ouais, on sent il y a quelque chose dans la tête qui dit c'est pas bon quand même. On dit c'est pas bon. Malgré tout, ça a pris presque 9 mois. Par rapport au regard des docteurs, par rapport à l'intérêt que les docteurs ont, ou un sentiment interne? J'ai trouvé ça assez compliqué parce que là, c'est ce chemin jusqu'au diagnostic que j'ai un peu fait toute seule en fait. Parce que je voyais on faisait une mammographie. Il y a un petit souci, mais revoyons-nous dans 3 mois.
Et j'ai retourné dans 3 mois. Ouais, on va un petit peu pousser. On va faire cette fois-ci une IRM. Et puis voilà, de 3 mois en 3 mois, en fait, je suis arrivée à ce moment de l'annonce. Vous étiez où à ce moment-là? C'était une radiologue que j'avais rencontrée 2 semaines avant, en fait. Donc c'était à Reims. Là aussi, j'avais dû me démener pour trouver un centre d'examen parce que c'est compliqué finalement. Le milieu hospitalier français, enfin, on a du mal à trouver en fait des examens qui se fassent assez vite. Donc c'était à Reims. 2 semaines avant, j'avais subi ce qu'on appelle une macrobiopsie. C'est ce qui permet vraiment, c'est l'examen qui va dire oui, il y a quelque chose ou pas. Et donc je rencontrais cette radiologue. J'avais souhaité y aller toute seule. Là aussi, on pourrait penser que c'est étonnant, mais c'était un vrai choix de ma part. Mon mari m'avait proposé de m'accompagner. Moi, je voulais y aller toute seule. Il était au courant que vous attendiez de nouvelles? Ah oui. D'accord. Il m'avait accompagnée 2 semaines avant. Très peu de personnes étaient au courant que j'étais dans cette inquiétude. Lui, oui, bien entendu. Oui. Et il a proposé de m'accompagner. J'ai refusé. Je voulais affronter ça toute seule. Et je trouve, après, une fois encore, peut-être qu'il y a des femmes qui le vivent très très bien, ce moment de l'annonce. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon d'annoncer à une femme ou un homme qu'il a un cancer. Je crois pas qu'il y ait une bonne façon de le faire. Il faut un peu de délicatesse tout de même. J'ai quand même trouvé, et sur le coup, j'ai trouvé que c'était moyen. En fait, j'étais allongée sur un lit d'examen, j'étais torse nu, et la radiologue me parlait comme ça sur le côté, et c'est vrai que pour moi, c'était très compliqué, en fait. Elle a même pas attendu que vous rhabilliez, que vous releviez, et vous annoncez ça. Donc, j'ai trouvé ça très maladroit. Alors, je dis peut-être que certaines femmes le vivent bien. Moi, ça a été... Surtout qu'on parle pas n'importe quel cancer. On parle d'un cancer qui touche à la féminité tout de même. Ouais, j'ai trouvé que c'était assez maladroit. Mais je dois bien avouer que sur le coup, je trouvais que c'était pas top. Parce que j'avais envie de me redresser pour être un petit peu à sa hauteur. Mais je m'en suis pas formalisée. Vraiment, je me suis dit, allez, c'est comme ça, c'est pas grave. L'important, de toute façon, c'est pas le comment, c'est le quoi. Et le quoi, il est là. Et comment vous avez du coup encaissé cette nouvelle? Alors sur le coup, immédiatement sur le coup, je me disais ça va aller. Étonnamment, j'avais des larmes qui coulaient toutes seules, mais ça allait. Non, et puis j'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi, je suis allée bosser l'après-midi, et après c'est parti en fait. Est-ce que vous avez voulu l'annoncer tout de suite à votre entourage? Et à qui l'avez-vous annoncé en premier? Tout de suite, ça a été mon mari. D'accord. Le jour même? Le jour même, je suis sur le parking, en fait, je vais rentrer, et mon souci, c'est que je veux bien l'appeler, mais je sais qu'il est en train de faire cours, il est prof également. Je lui laisse un message, je sens que ma voix, je sais que ça va partir et j'ai pas tellement envie que ça parte. Du coup, je lui envoie un petit SMS, et je lui dis, c'est pas bon, mais ça va aller, on va gérer. Ça va le faire. Ça va le faire, exactement. Je crois que dès le début, ça a été ça, en fait. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça le fasse? Si on l'annonce, est-ce qu'on continue à le dire aux autres? Est-ce qu'on garde pour soi? Étonnamment, j'ai eu ce besoin, alors que pendant des mois, je n'avais absolument rien dit de mes inquiétudes, parce que ça montre quand même un petit peu l'inquiétude quand les examens se succèdent. Je n'avais absolument parlé à personne. Mais à partir de là, c'est assez étonnant, je l'ai dit tout le temps, à tout le monde. D'accord. À partir du moment où vous avez eu la nouvelle officielle, là, vous avez... Ça a été un lundi où je l'ai appris, le mardi, j'étais au collège. Alors comment on fait? Parce que quand on travaille avec des enfants, est-ce qu'on le dit juste à nos responsables ou est-ce qu'on le dit aussi aux enfants? Non, je l'annonçais bien sûr à ma hiérarchie. C'était très important aussi parce que je savais que j'allais être arrêtée. Et pour moi, c'était très important d'être remplacée. On était au mois de février. Donc, j'ai encore travaillé pendant un peu plus d'1 mois, mais je savais que j'allais être arrêtée à un moment. Et il était important pour moi qu'il y ait quelqu'un sur mon poste, que quelqu'un me remplace. Donc, en fait, ma hiérarchie, l'éducation nationale, a su avant mes parents, avant mes enfants, que j'avais un cancer. Mais dès que je suis rentrée, la première inquiétude que ça a été, c'était qui allait vous remplacer pour que les enfants ne restent pas sans professeur. Exactement, qu'ils mettent quelqu'un. On sait que c'est sous tension. Et ça, c'était une vraie inquiétude. En fait, j'ai eu l'impression du moment où je l'ai su qu'il a fallu que je ferme plein de portes. Par exemple, j'étais tutrice d'une stagiaire que j'aimais beaucoup et donc tout de suite, je l'accompagnais. Non, mais mon souci tout de suite, ça a été appeler mon inspectrice en lui disant attention, je vais bientôt plus pouvoir m'occuper d'Aurélie. C'était Aurélie. Essayer de trouver quelqu'un à ma place. Et en fait, c'était un petit peu ça mon idée, c'était de fermer un petit peu tout ce qui pouvait m'encombrer l'esprit pour après pouvoir me consacrer à ce cancer. Mais pour le fait de l'annoncer, si très vite, des collègues, je me souviens, je dis écoutez, je sais pas comment on fait, je sais pas comment on dit, mais voilà, je vous le dis, j'ai appris hier, j'ai un cancer du sein. Et du coup, vous aviez envie de casser les tabous, vous aviez envie d'éjecter la nouvelle? J'ai beaucoup de mal à parler de moi, enfin c'est quelque chose qui n'est pas évident, et donc c'est étonnant effectivement, mais moi je me suis surprise effectivement dans ce besoin-là,
Mais je me suis rendu compte que c'est un cliché, mais c'est un fait, le fait du fardeau moins lourd à porter quand il est partagé. C'est quand même un fait. Et voilà, et je l'ai éprouvé à ce moment-là. Ce n'était pas le but, mais je l'ai éprouvé. Il y a eu ce sentiment aussi, moi j'avais beaucoup de mal aussi à le dire, enfin à l'accepter ce cancer. Enfin, mais à chaque fois c'était, si je le dis, c'est que c'est vrai. Donc voilà, ça me permettait aussi d'accepter. D'en prendre conscience, effectivement, de vous entendre le dire. En l'oralisant, à un moment c'était vrai. Et du coup de s'en défendre. Exactement. J'imagine. Et du coup, vous saviez que vous alliez certainement être absente du travail pour votre traitement. Du coup, comment vous avez vécu cette période de traitement, d'attente? Quel type de traitement vous avez dû mettre en place? Donc il y a eu l'opération en fait. Mais entre le moment de l'annonce et l'opération, il y a eu 1 mois et demi à peu près qui s'est passé. Donc c'est 1 mois et demi où j'ai continué d'aller travailler en fait. Et alors là, par contre, mes élèves n'ont jamais été au courant de rien et d'absolument rien. Et c'était très important qu'ils ne le soient pas. Enfin, ils n'ont pas à gérer les soucis de leurs profs. Et pour moi, c'était même une vraie force en fait tous les jours d'aller au travail. Enfin, je l'ai dit et je le pense. Enfin, beaucoup de choses m'ont sauvée, mais mes élèves m'ont sauvée. Alors dans quelle mesure? Parce qu'ils vous occupaient l'esprit, Exactement. Parce qu'à un moment, il fallait aller au boulot, en fait. Tout ce moment d'attente, avant d'être dans l'action. Dès qu'il y a eu l'opération, c'est bon, j'étais dans l'action. On y va, en fait. Il y a l'opération, après il y aura un traitement, mais on pouvait agir. Mais il y a tout ce moment un petit peu d'attente. Et alors mes élèves, je ne sais pas, mais cette obligation à aller travailler était merveilleuse, en fait. C'était une douce contrainte. C'était une douce contrainte. Ouais. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Quand je dis sauver, non, ce qui m'a sauvé, c'est l'opération, c'est la radiothérapie, c'est les médecins. Clairement, c'est ça qui m'a sauvé. Mais ça m'a permis d'avancer. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et par rapport à vos enfants, parce que vous parlez beaucoup de vos garçons, quel âge avaient-ils déjà à ce moment-là? Eh bien, ils avaient 16 et 13 ans. 16 et 13 ans. Donc en capacité déjà de comprendre, mais bon, tout de même assez jeunes. Oui, c'est vrai. Et puis ce moment-là, de toute façon, une fois encore, avant que le mot cancer ne soit enfin lâché, à chaque fois on a tous, je crois, ces moments-là où quand on n'arrive pas à s'endormir, des fois l'esprit s'évade un petit peu sur des choses pas forcément agréables. Et je savais bien que le moment le plus douloureux, si jamais un cancer m'était annoncé, le moment le plus compliqué et qui me faisait invariablement monter les larmes alors que je n'y étais pas, c'était de le dire aux enfants. Enfin voilà, j'allais abîmer nos enfants en fait. J'allais les faire souffrir. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, est inconcevable. Enfin, on se bat toute notre vie pour que nos enfants soient protégés, soient bien, et là, j'allais leur faire mal. Donc bref, il a quand même bien fallu y arriver. On a attendu quand même, on a réussi. Il ne s'agissait pas de garder trop longtemps un secret parce que ils font partie de la team. C'est une équipe, donc il fallait bien qu'ils le sachent. Mais effectivement, à midi, on leur a dit bon voilà les garçons, il faut qu'on vous dise quelque chose. Et étonnamment, je pense qu'on devait avoir un drôle de visage avec mon mari parce que le grand nous dit bon allez, qui est-ce qui est mort? On dit pas encore. Enfin, pas encore, et ça devrait aller normalement. Et ouais, il y a eu ce moment-là, c'est un moment effectivement où il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de choses, mais très vite, nous, ça a été avec mon mari, on va y arriver, en fait, ça va le faire. Donc du coup, vous leur avez dit, mais de manière rassurante pour pas qu'ils aient peur? Rassurante, et puis, mais en disant le mot, ça c'était très important aussi. Voilà, c'est un cancer, c'est pas une longue maladie, c'est pas le crabe, non, c'est un cancer. C'est un cancer du sein, on y va vraiment. Mais on leur a dit, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit de trouver ça injuste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de vous en moquer aussi. Vous avez le droit de ne pas y penser, vous avez le droit d'être heureux encore dans votre vie. Vous avez le droit de rire. Et puis d'en rire, et ils en ont beaucoup ri. Trop. Mais voilà. Dans quelle mesure, comment on peut rire du coup du cancer de maman? L'exemple que je donne tout le temps, et dès ce moment-là, je me suis dit, on va y arriver. C'est donc, on annonce à nos enfants qu'il y a le cancer qui est rentré dans nos vies, que ça va être compliqué quand même les quelques mois que l'on va vivre ensemble. Et le lendemain matin, je réveille mon plus jeune, qui s'appelle Brieux, parce qu'on est dimanche, puis qu'il faut se réveiller quand même. Et donc, voilà, je vais le voir, et il veut pas se lever comme un enfant de 14 ans, et je lui dis une blague, je lui susurre un truc à l'oreille, une blague, c'est tout. Et il me regarde, et il me dit, mais maman, je suis désolée, mais ton cancer ne t'a pas rendu plus drôle. Alors s'il te plaît, laisse-moi dormir. Et ce moment-là, voilà, on peut trouver ça dur, mais moi j'ai trouvé c'est merveilleux. T'as tout compris, mon fils, en fait. Il faut qu'on en rie. Il faut qu'on en rie de cela. Du coup, vous pensez que le rire vous a apporté une force psychologique ou physique qui vous a aidé à surmonter la maladie? Ou... Oui, déjà rire de soi.
Je trouve qu'on avance beaucoup dans la vie quand on accepte un petit peu de rire de soi. Donc oui, j'ai pas mal ri de moi, de mon petit sein, de cette... C'est étonnant de ce cancer du sein, de ce cancer tellement féminin qui me touche, moi qui suis tellement peu féminine. Enfin voilà, je trouvais ça, c'était un petit clin d'œil du destin que je trouvais assez amusant. Enfin, oui, vous m'aviez évoqué ce point, effectivement, ouais, vous aviez aussi un peu ce problème avec la féminité, pas le problème, mais bon, c'est pas quelque chose qui était important pour vous. Exactement. Et d'un seul coup, vous êtes retrouvé à écrire un livre qui parlait de quelque chose, d'une partie très intime. Voilà, et c'est ce que, ouais, effectivement, et je trouvais ça... Ouais, voilà, c'est des clins d'œil. Enfin, et du coup, vous pensez que ça vous a fait évoluer quelque part aussi en tant que femme ou dans votre relation à votre féminité? Non, je pense que... Parce que là, vous avez dû exposer aux gens que vous aviez un cancer du sein. Exactement. Voilà. Exactement, ouais. Mais non, étonnamment aussi, parce que ça remet en question de la pudeur. Enfin, c'est compliqué aussi, la pudeur, le rapport au corps, et surtout la pudeur du corps, puis la pudeur des sentiments. Mais, et je ne me l'explique pas encore aujourd'hui, ça a été assez facile. Enfin, j'en parlais assez facilement. Je crois que j'ai fait un peu comme si c'était tout à fait... Il y a mon corps qui se bat contre un truc, et puis il y a mon cerveau, il y a ma pudeur qui va agir différemment, en fait. Donc j'en parlais assez facilement. Vous pensez du coup que vous avez... ce cancer, du coup, vous a changé dans votre manière d'être ou d'appréhender la vie? Oui, oui, clairement. Alors, ça a été très compliqué. Si un jour je devais écrire à nouveau un livre... qui peut-être que c'est pas intéressant de retourner encore sur ce sujet-là, mais bon, effectivement, pourquoi pas, j'évoquerai l'après. En fait, on parle beaucoup, je crois, de la période avant, effectivement, les examens, les mammographies, les contrôles pour les femmes, et ça, c'est merveilleux. Moi, c'est un contrôle qui m'a permis de m'en rendre compte. En fait, d'où leur importance, d'où leur utilité. Et j'ai eu cette chance parce qu'en fait, mon chirurgien me dit, mais j'aurais jamais dû vous avoir face à moi, en fait. Normalement, la première mammo, c'est à 50 ans. Et à 50 ans... Et vous aviez quel âge? J'en avais 46. Ah oui, 46. En fait, voilà, c'est parce que j'ai finalement un gynéco qui gentiment m'a dit si, on va y aller, c'est bien. Essayez. Ce qui est aussi paradoxal aussi dans votre livre, c'est que vous commencez votre livre en disant que vous n'aimez pas écrire. Vous êtes professeur de français depuis 20 ans, vous n'aimez pas écrire et finalement et vous êtes une personne qui est pudique plutôt au niveau de sa féminité, vous vous retrouvez à dire à tout le monde que vous avez le cancer du sein un peu pour vous en libérer, donc c'est pas des mots que vous avez l'habitude peut-être de prononcer dans votre vie de tous les jours, et du coup de mon point de vue ça donne l'impression quand même que vous avez changé, puisque vous avez à la fois écrit sur quelque chose, un sujet sur lequel vous étiez pudique, et en plus vous venez de dire que vous avez l'intention peut-être d'écrire un nouveau livre. Exactement. Voilà, donc qu'est-ce qui déclenche cette envie aussi de changement? Le changement, je reviens sur ce que j'évoquais avant, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué, c'est l'après. Et pour moi, ça a vraiment été la période la plus compliquée. Étonnamment, on pourrait penser. C'est vrai que l'avant a été long et douloureux. Alors l'après quoi exactement? L'après. Alors en fait, le cancer déjà, ça s'arrête quand? Ça aussi, c'est une découverte. Enfin, c'était une vraie découverte pour moi. C'est que ça s'arrête jamais. Parce que vous avez fait cette opération, donc le risque, on va dire à court terme, est éliminé. Après, j'ai eu la radiothérapie pendant plusieurs semaines, donc effectivement, le ménage a été fait une première fois, il a été fait une seconde fois, donc normalement, il y a peu de risque. Mais il y a ce terme de rémission que j'ai découvert, j'avais déjà entendu parler de rémission, bien sûr. Mais quand on réfléchit 2 secondes au mot, rémission, ça veut juste dire se remettre. D'accord. En fait, c'est ça, moi, pendant 5 ans, c'est ça, en gros. Après, on s'en remet. On s'en remet, mais ça ne disparaît pas. On n'est pas sûr à 100% que ça disparaît. Donc, du coup, aujourd'hui, vous continuez un traitement, par exemple? Ah oui, j'ai un traitement. Oui, j'ai un traitement. Effectivement, l'hormonothérapie, c'est un médicament que je prends chaque soir, qui protège sincèrement, qui empêche les récidives. Parce que le cancer du sein, c'est un des cancers je crois, il y a le plus de récidives. Exactement. Et donc l'hormonothérapie permet effectivement. Je dirais une bêtise au niveau des chiffres, mais il y a un taux effectivement de protection qui est au moins multiplié par 4. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir des effets secondaires assez compliqués, mais ça vaut le coup. Quel type d'effet secondaire alors là aussi, chaque cas est tellement particulier selon les femmes, mais c'est un médicament qui est connu effectivement pour provoquer des effets secondaires un petit peu compliqués. Pour moi, c'est des douleurs musculaires fréquentes, des crampes énormément. Donc énormément de crampes. C'est de temps en temps, mais des bouffées de chaleur terribles. Alors je vais y arriver un jour. Là, je trouve que c'est un petit peu tôt, mais c'est ces moments-là. J'aime à penser que ça joue pas trop sur mon humeur.
faudrait plutôt demander à Vous avez l'air pleine d'énergie. à mon mari et à mes enfants, mais normalement, c'est vraiment un des effets secondaires, c'est que ça joue vraiment sur l'humeur. Alors sur vous, il n'y a pas d'effets secondaires à ce niveau-là. Vous ne voyez pas, vous vivez pas avec moi. Enfin, mes élèves me trouvent peut-être un peu bipolaire de temps en temps, donc je sais pas. Mais donc oui, il y a des effets secondaires compliqués. Et mais ça vaut le coup. Et effectivement, c'est ce que j'ai découvert aussi. C'est à un moment, je pourrais dire, j'ai fait mon livre, c'est bon, mon cancer c'est fini. En plus, symboliquement, c'est intéressant en fait. Voilà, la boucle est bouclée. Grâce à ce livre, mon cancer est terminé. Et ce que je découvre, c'est que non en fait. Et alors là, c'était tous les 6 mois. Maintenant, tous les ans, en janvier, je vais faire des examens sanguins, des examens au niveau de la poitrine. Et je sais que je passe un mois de décembre en fait, plutôt pourri. Il faut apprendre à vivre avec la peur que ça recommence. Exactement. Et être capable à se battre au cas où à ce moment-là. Et comment, du coup, vous compensez un petit peu ça dans la vie de tous les jours pour réussir à garder cette énergie et ce moral? Ce qui est bien, c'est que j'étais heureuse avant et je le suis maintenant. Donc, mais là aussi, effectivement, enfin, ça va faire 2 ans, un petit peu moins, ça fait 2 ans. Je pense qu'on se serait vu il y a 1 an, j'aurais pas du tout ce discours-là, parce que malgré tout, je ne crois pas avoir que ce cancer m'ait appris quelque chose sur moi, mais il m'a changé au sens où voilà, c'est le fameux après. Enfin, moi, c'était très douloureux. J'ai vécu 1 an, alors qu'une fois tout était fini. J'avais été opérée, la radiothérapie était terminée, officiellement j'étais en rémission. Normalement, c'était merveilleux. Et ça a été très douloureux. J'ai vécu 6 mois, 1 an, où j'y arrivais pas en fait. Vous n'arriviez pas quoi? J'arrivais pas à aller bien. C'est un cancer blues. Enfin, voilà, les mamans qui viennent d'accoucher. Le choc à retardement, peut-être. Je pense qu'il y a eu de ça. Je pense aussi, enfin, peut-être que c'est égoïste, hein, mais peut-être que pendant quelques mois, tout tournait un peu autour de moi. Et puis là, tout d'un coup, et puis ce discours, c'est fini maintenant, ça va aller. Ouais, oui, je sais, mais j'y arrive pas. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, en plus, vous parlez beaucoup dans votre livre des autres. Vous avez été très positivement, en fait, surprise des attitudes de votre entourage, que ce soit familial ou professionnel. Et du coup, après, vous vous êtes retrouvés sans cette attention et avec la peur que ça recommence finalement. Oui. Alors oui, effectivement, ça a été bouleversant. Ça aussi, quelle chance dans une vie de connaître, de se sentir à ce point entouré et soutenu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais c'est précieux en fait. Une fois encore, je pense que tous, on a notre petit cercle d'amitié, d'amour, de familial, et on le voit. Et là, quand face à une épreuve extrême en fait, tout est puissance 1000 et ouais, mais quelle chance. Qu'est-ce que, par exemple, quelles attitudes positives ont eu des personnes qui vous ont agréablement surprise ou touchée? Non, c'est Votre mari, oui, évidemment, oui, mon mari, mais parce qu'il a été là. Enfin, voilà, c'est déjà essentiel en fait. Il a été là et je trouve que puis il a été lui. Voilà, là et lui. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Il a été là, il a été lui et moi j'en voulais pas plus en fait. Mais oui, c'est arrivé au collège le matin et puis trouver un livre dans son casier. C'est juste, voilà, c'est un collègue qui m'a mis un petit livre dans mon casier parce que, ça lui fait plaisir. J'ai été bouleversée, parce que j'ai eu beaucoup de mots, de livres, justement, des agents d'entretien de mon collège. Et moi, ça me bouleverse parce que dans un collège, nous, on est les profs, on fait un petit peu les malins, on est les plus intelligents. Et puis, un collège aussi, il y a les agents d'entretien, il y a les surveillants, il y a les secrétaires. Et naturellement, c'est plutôt vers ces gens-là avec qui je m'entends bien. Et ouais, si, ça me bouleverse parce que c'est des gens qui gagnent 4 fois moins que moi. Et puis en attendant, ils ont mis un petit peu pour... ouais, si, ça me bouleverse. Qu'une femme de ménage m'ait offert un livre, ça me bouleverse. Voilà, c'est ces petites choses-là. Enfin, c'est dommage d'avoir besoin d'avoir un drame pour se sentir apprécié ou aimé, mais en tout cas, ça... Oui, après, j'avançais tranquillement dans ma petite vie, je sais bien, ça allait bien. Mais c'est touchant de savoir que les personnes ont cette tendresse, en fait. Oui, exactement, c'était beaucoup de tendresse et c'était... Ouais, c'était bouleversant. Et effectivement, peut-être qu'il y a un petit peu d'égoïsme de ma part derrière, parce qu'après, une fois que c'est fini, c'est fini. Allez, on y va. Et il y avait ça, mais moi, je n'y arrivais pas. Je pense que oui, j'ai fait une dépression. Et je compare ça avec le baby blues. Effectivement, c'est maman qui accouche et on leur dit, ton bébé est en forme. Tu vas bien? Maintenant, c'est parti. Et il faut devenir courageux pour la vie normale. Oui. Et à quel moment, du coup, intervient la volonté d'écrire ce livre? Alors ce livre, en fait, il est né le désir, c'est un petit peu quand même un petit désœuvrement, en fait. C'était juste après l'opération.
Et il y a entre l'opération et le début de la radiothérapie, il y a eu presque un mois. En fait, donc où j'étais à la maison, où j'étais quand même en forme, mais j'avais pas grand-chose à faire. Donc il y a eu ce petit désœuvrement. Et non, puis voilà, je fais la maline en disant oh là là, j'aime pas écrire, je déteste écrire. Mais enfin, forcément, j'ai une proximité avec l'écriture, de par mon métier, de par mes études littéraires. Enfin, j'ai lu, donc il y a quand même un petit truc. Peut-être qu'il y avait quelque chose à aller chercher ici. Et puis le premier chapitre que j'ai écrit, ça a été celui de l'annonce. Et donc je pense qu'il y avait quand même un truc à sortir, hein, parce que avec le recul, cette annonce du cancer a pour moi été très très mal faite. Et voilà, c'est le premier chapitre que j'ai eu besoin d'écrire. Et peut-être que ça m'a fait du bien, justement, de l'écrire. Justement, de quoi êtes-vous le plus fier d'avoir écrit le livre ou d'avoir réussi à écrire sur cette chose si intime qui vous est arrivée? Alors, je n'ai aucune fierté, en fait, par rapport à ça. Mais vraiment. Une satisfaction. Ouais, mais vraiment, mais je suis toujours un petit peu gênée. Enfin, alors, peut-être que j'ai aussi un petit souci d'imposture, mais ça, j'en parlerai à mon psy une autre fois. En général, quand je parle je dis, tiens, j'ai publié un truc. Voilà, c'est un truc, c'est pas un livre. Voilà, dire un livre, pour moi, c'est une telle prétention, en fait. Parce que vous êtes professeur de français, peut-être. Ouais, puis parce que voilà, j'ai fait un truc. Voilà, si ça dit de lire, mais t'es pas obligé. Et du coup, alors, qu'est-ce que les lecteurs en ont pensé de votre livre? Est-ce que vous avez des retours? Ouais, j'ai eu des très gentils retours. Des retours, ce qui me revient, et c'est peut-être aussi que ce livre-là, je pense, sans en être sûr, que c'est pas que le livre d'une femme qui a eu un cancer. J'ai l'impression que c'est un peu un livre, et en tout cas c'est les retours qu'on a pu me faire, c'est juste une année de la vie d'une femme qui se débrouille. En fait, je crois que c'est ça ce livre, c'est comment on se débrouille. Comment on se débrouille quand on a une merde qui nous arrive. Là, c'est un cancer, ça peut être un décès, ça peut être une dépression, ça peut être un accident de la vie. C'est une tranche de vie d'une femme. J'ai plus cette impression que oui, c'est sur le cancer, parce que c'est bien sûr, c'est venu de là. Mais j'ai plus l'impression que mon bouquin, voilà, c'est comment on se débrouille avec tout ça. Et comment on revient à une vie normale après quelque chose de totalement atypique et qui nous a fait peur. Et comment on revient à une vie normale après ça? Alors, là, je ne sais pas. Enfin, si, je pense que j'ai une vie normale maintenant, mais ça m'a voilà. Enfin, je l'évoquais tout à l'heure, l'après qui était vraiment très douloureux, et c'est la confiance. Voilà, le cancer, et ça, je crois que c'est un peu la maladie. Je crois provoque cela souvent. J'ai perdu en confiance. Et la confiance en vous, la confiance en les autres. En moi essentiellement. En fait, je me dis plus de 40 ans à bosser comme une folle, à essayer d'acquérir une petite confiance et pouvoir faire la maline. Et là, en 6 mois, j'avais peur d'aller, j'ai dû reprendre le travail. Enfin, j'avais peur d'aller au travail, j'avais peur de mes élèves, j'avais peur de mes collègues, j'avais peur du monde. J'avais un peu peur de moi. et voilà, il fallait que je me dépatouille avec ça, en fait. Avec cette nouvelle peur que vous n'aviez pas avant. Et qui, ça y est, voilà, ça fait 1 an maintenant. Mais ça y est, ça revient tout doucement. Mais c'est le temps qui le fait ou c'est quelque chose d'autre que vous avez fait depuis? Non, je pense que c'est le temps. J'ai quand même vu, effectivement, j'ai vu une psychologue. Parce que c'est un moment, et après, justement, au moment de l'annonce, pas besoin. C'est plus après, mais c'est vraiment l'après, qui a été vraiment la partie la plus douloureuse. Parce que justement, des fois, on passe tout le temps de l'épreuve à dire ça va le faire, c'est pour s'auto convaincre. Et c'est une fois que le plus gros du danger est parti qu'on se rend compte qu'on a eu peur. Exactement. Oui, et puis surtout, puis cette idée, mais qui est vraie en plus, hein, c'est bon, c'est fini. Arrête. Ben oui, c'était fini. Et c'est vrai, et je pouvais que être heureuse de cela. Mais pourtant, j'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à aller j'allais dire aller de l'avant et ça, c'était il y a combien de temps? La vie, en fait. C'était il y a 1 an, en fait. Et à quel moment, du coup, vous avez décidé de publier votre livre? Alors, il y a eu cette écriture qui a pris à peu près 1 an, effectivement. Donc c'était. Ça vous a aidé à vous sentir mieux d'écrire à ce moment-là ou? Je crois pas, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à écrire quand j'allais bien. D'accord. Voilà. Enfin, je suis bonne à rien quand je vais pas bien. En fait, c'est une catastrophe. Enfin, ça me prend toute mon énergie et j'arrivais à écrire parce que malgré tout, c'était un moment de plaisir quand j'allais bien. Donc ça a pris à peu près 1 an. Et donc à un moment où il y avait ce produit fini qui était là, et je l'avais imprimé, je l'avais relié, j'avais fait ça bien. Et ce qui a vraiment déclenché, enfin en tout cas ce qui a dit, allez, on essaye d'aller vers quelque chose d'un peu plus officiel. Et je pense que c'est une image qui va rester effectivement. Enfin c'est de voir mon mari qui prend le tapuscrit et qui voilà, et je revois son dos dans le bureau, qui le lit.
voilà, et qui le lit et qui s'arrête pas de le lire. Et ouais, et pour moi, ça, et ça a été votre premier lecteur? Ça n'a pas été le premier. Non. Ah non? Non, ça n'a pas été le premier. C'est une amie, en fait. D'accord. Une amie dont je parle beaucoup, qui a été très présente. Mais après, avec elle, je prenais pas de risque, en fait. Enfin, je crois que elle m'aime fort. Donc, même si elle avait trouvé ça pourri, elle aurait trouvé un petit truc, elle m'a dit très bien, continue comme ça. Là, donc, votre mari, en plus, il a vécu l'histoire avec vous, donc c'est encore plus délicat. délicat. Et puis mon mari, c'est pour ça que c'est quelqu'un de bien. Enfin, si ça lui avait pas plu, il me l'aurait dit. C'est pour ça que j'avais pas tellement envie qu'il le dise, parce que il me l'aurait dit. Et là, je crois que son regard a été, voilà. Enfin, après, vous voyez, je peux très bien parler, je peux vous parler de mon sein et de mon gynéco et de tout ce que vous voulez. C'est plus compliqué de parler de ça, effectivement. En fait, j'ai senti de l'admiration. Et ça, mais enfin voilà, ça aussi. Enfin, je sais pas comment on guérit de ça. Moi, j'en guérirais pas et c'est chouette. Et voilà, et je me dis, c'est peut-être l'élément. C'était pas écrire le livre, peut-être qui vous a aidé le plus à vous guérir à ce moment-là. C'était le regard que votre mari a porté sur vous. Oui. Et puis lui aussi, enfin, il m'a dit, c'était agréable de savoir ce qui se passait dans ta tête. Parce que là, je parle et j'écris et je fais la maline, mais c'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses qu'il a découvertes. Parce que c'est plus facile de parler à un papier que de parler à un... Exactement. Et puis à un moment, il fallait y aller. Enfin, c'est ça aussi. Enfin, il fallait y aller. Quels sont du coup les messages que vous avez du coup voulu passer dans votre livre au lecteur, que ce soit votre mari ou d'autres personnes? Je crois vraiment qu'il n'y a pas de message. Enfin, il n'y a pas de message, je ne suis pas convaincue que c'est un livre qui puisse faire du bien à une femme qui a le cancer, forcément, pas forcément. Je pense que l'idée, enfin, le message, je ne sais pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est on peut s'en sortir. Et puis, essayons de voir, voilà, comment est-ce qu'on peut, c'est un mot qui est bizarre, on va se dépatouiller avec ça. Comment on se dépatouille avec cette merde que la vie nous propose? Voilà, comment est-ce que je gère le travail? Comment est-ce que je gère la maison? Comment est-ce que je gère mes angoisses? Comment est-ce que je gère tout cela? Le message, il est peut-être là, en fait, c'est que on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et j'en suis très très bien sortie, effectivement. Et à votre mari, qu'est-ce qui lui a le plus plu dans votre livre? Parce que lui, il a un point de vue vraiment différent. En plus de savoir ce qui s'était passé, qu'est-ce qui lui a fait croire en votre livre? Je pense que c'est peut-être c'était intéressant pour lui, ouais. Enfin, il me l'a dit, ouais, c'est de savoir ce qui se passe dans ta tête. Parce que du coup, en fait, ce qui est intéressant pour n'importe quel lecteur, c'est, je pense, ce qui a plu à votre mari également, c'est que du coup, on est surpris de comment vous réagissez, en fait. C'est ça, c'est que depuis le titre du livre, on est surpris par tout ce positivisme et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez à l'après, ça vous montrer tout ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, que ça va le faire, on en parle, c'est pas du tout un problème, et qu'en fait, c'est après vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez souffert et que vous avez du mal à... Oui, c'est après, et effectivement, puis et ça, je pense que c'est tout un chacun, là, oui, je vais pas faire genre la maline, tout s'est bien passé, c'était merveilleux, hein. J'ai passé des nuits à pleurer aussi, hein. J'ai passé des heures à pleurer dans ma salle de cours toute seule et plutôt dans les toilettes parce que c'est quand même plus pratique. J'ai connu ces moments-là, effectivement, de panique absolue et de me dire mais je vais jamais m'en sortir. Et la mort est là. Quand on dit cancer, on pense mort. Donc à un moment, c'était ça aussi, anticiper cette mort. Enfin, c'était beaucoup de choses douloureuses qui ont été là. Et peut-être que ce livre, et puis cette année que j'ai passée là, c'est ce mélange. On a commencé, je crois, l'interview en parlant de paradoxe. Voilà, je pense que c'est un paradoxe et je pense que c'est ça, en fait. Il y a eu des moments terribles, des moments heureux. Et tout n'est que mélange, en fait. Et du coup, encore paradoxalement, donc c'est pas vous qui avez eu l'idée de publier votre livre, parce que vous l'aviez écrit pour vos enfants, principalement, pour votre famille, pour vos amis. J'ai quand même fait la démarche, hein, finalement. J'ai quand même fait cette démarche, effectivement, d'y aller, effectivement. Mais du coup, qui et comment a été trouvée la maison d'édition Maya? Alors, en fait, j'étais vraiment, de même que j'étais novice en cancer, je l'étais aussi en maison d'édition. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Internet, j'ai mis maison d'édition, donc une belle liste qui m'est apparue, et j'ai envoyé un peu partout. Et mon expérience de l'édition fait que, je sais pas, au bout de 2-3 semaines, je reçois un premier courrier me disant à quel point mon œuvre est merveilleuse, mon style est tellement pertinent, et cette histoire tellement inspirante. Alors moi, je suis bouleversée et émue. Je me dis, c'est bien quelqu'un qui a senti enfin la profondeur de mon style. Quelqu'un qui a découvert mon talent. Oh tiens, je suis contente. Mais ils sont allés vite en tous les cas. Et puis après, très vite, je me rends compte que c'est des maisons d'édition à compte d'auteur. Donc à compte d'auteur, ça veut dire qu'il faut payer en fait pour se faire publier. Vous êtes merveilleuse, mais ce serait quand même encore plus merveilleux que vous nous donniez 1500 € pour publier votre livre. Donc voilà, ma première relation à l'édition, ça a été ça. C'est ce bonheur de me dire, oh c'est merveilleux. Puis après,
Ah ouais. Voilà. Donc j'en ai reçu 4-5 comme ça. Après, voilà, oui, parce que quand on écrit un livre, on a envie de diffuser son message, on ne fait pas pour l'argent, mais on n'a pas non plus envie de débourser beaucoup d'argent pour le faire. Et je trouve que c'était aussi, c'est que à un moment, mais même si on m'avait demandé 5 euros, j'aurais refusé parce que à un moment, il y a quand même l'idée, c'est faites-moi croire que vous croyez en moi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais on a besoin de ce petit moment de se dire, bah tiens, si telle maison d'édition nous dit OK, c'est-à-dire qu'elle est prête à se lancer dans une aventure avec nous, en fait. Tout à fait. Et même 5 euros, ça voulait dire, ouais, on veut bien venir avec vous, mais bon, quand même, aidez-nous. Et voilà, donc c'était vraiment la démarche. Coup, alors et du coup, alors j'avais été acceptée par 2 maisons d'édition, donc il y avait Maya et une autre maison d'édition encore plus classique, à savoir où il y avait même pas la nécessité d'une prévente, en quelque sorte. Mais Maya, parce que la vie est merveilleuse. Enfin, j'ai eu quelqu'un au téléphone, j'ai perdu son prénom, donc j'ai honte. Mais j'ai bien accroché avec cette personne. J'ai bien aimé son discours. On a un petit peu parlé et j'ai dit oui. Et puis une fois qu'on dit oui, c'est comme ça. Donc à partir de là, c'était réglé en fait. Et si vous pouviez, pour conclure, du coup, résumer votre livre en une phrase. Je ne sais pas, en une phrase, parce que je pense que je vais encore me répéter. Je pense que ce livre, c'est une tranche de vie d'une personne qui fait ce qu'elle peut, comme elle peut, et qui essaie d'avoir une vie ordinaire face à un événement extraordinaire. Super. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde, en fait. Ça peut arriver à tout le monde, et effectivement, dans les pires épreuves, n'oublions pas de se rappeler que ça va le faire. Je vous remercie beaucoup, Katia, pour ce témoignage authentique et spontané. Ce fut un plaisir et bonne chance pour vos projets, ça va le faire. Merci beaucoup. Merci. Samedi 11 mars 2023. Il y aura des mots qui seront plus douloureux à prononcer que d'autres. Bon les garçons, il faut qu'on vous parle. Il me reste étonnamment assez peu de souvenirs de ce moment qui est pourtant celui que je redoute le plus depuis le début de cette aventure. Souffrir est une chose, mais savoir que l'on va forcément faire du mal à ceux que l'on aime, ceux que l'on souhaite de préserver absolument, une toute autre. Je vais blesser consciemment nos enfants, je vais abîmer leur légèreté. C'est insoutenable, c'est insensé. Quelques images, telles des flashs, demeurent. Les larmes de Brieux, la mâchoire serrée de Marin, ses bras protecteurs autour de son petit frère, les regards impuissants échangés avec Laurent, nous 4, enlacés au milieu de la cuisine. Et puis aussi, tous ces droits que nous leur avons donnés. Être triste, avoir peur, vouloir comprendre, poser des questions, attendre des réponses, se sentir en colère, en parler, se taire sans moquer, ne pas y penser, rester heureux, rire encore, et qui sait, en rire même.